t'as des auteurs franco-belges qui te prennent de haut et qui disent oui, le manga, c'est Dragon Ball, c'est pas très artistique. Puis je leur mets l'habitant de l'infini dans les mains et puis ils sont là. Ah ouais. Quand t'as des jeunes qui disent comment on fait pour avoir son style et tout, le style ça veut rien dire. On est dans les années 95, si t'écoutes pas Nirvana, t'es has-been, tu vois. Alors que si tu chantes Ariane, Dragon Ball Z, t'es pas invité aux soirées. Salut Combini. Bonjour Renaud. Bonjour. Enchanté, ça fait plaisir de t'avoir, d'avoir un auteur de manga français chez nous. Je te laisse commencer sur ta droite. Il y a Dragon Ball. La base, c'est par là que tout commence. Pour moi, Dragon Ball, le tome 35. Donc je l'ai chopé en japonais. À la base, il y avait une vieille librairie à Montpellier qui faisait de l'import et tout. Et c'est mon cousin, mon grand cousin qui m'a mis le tome 35 en japonais. C'est quand t'as Gohan qui affronte Cell. Donc je connaissais le dessin animé. Moi je suis de l'époque Club Do, comme tous les quarantenaires. Donc évidemment Dragon Ball je connaissais, mais pas très hypé par la quête des boules de cristal au début. C'est après, quand il y a eu les Saiyans, j'étais au taquet. Et quand j'ai découvert que ça venait vraiment que c'était des bouquins, que c'était du 200 pages, noir et blanc, parce que je dessinais. Moi, j'ai toujours fait de la BD depuis tout petit, et à 15 ans. Donc, c'est à 15 ans, je découvre ce manga en japonais, et je fais, mais attends, c'est du noir et blanc. En plus, comme on n'était pas à l'époque de Cell en France, t'as l'impression d'avoir un truc inédit, que les potes, ils ont pas en cours et tout. Et donc, il y avait ce côté vraiment, l'impression d'être pas de faire partie du Japon, mais de découvrir un truc que à l'époque personne sait. Et après ça a vraiment façonné mon ADN graphique, parce que quand on parle, quand on dessine, quand t'as des jeunes qui disent comment on fait pour avoir son style et tout, le style ça veut rien dire. On a tous une sensibilité différente, la façon dont tu marches, la façon dont tu vas t'habiller, c'est ce qu'on appelle le style, c'est ce que tu dégages, et le dessin c'est pareil. Donc en fait quand on est auteur, on construit son propre langage. Je fais souvent cette métaphore. Tu prends chaque alphabet par des petites techniques. Tu vois, moi, par exemple, dans Dragon Ball, ce que j'aimais ce que faisait Toriyama, c'est les petits volumes sous les yeux. Et ben ça, on va dire, tu vois, c'est la lettre B de mon alphabet. Comment fait Oda dans One Piece, comment il fait les petits ombrages sous le cou. Ça, je kiffe, mais je vais lui piquer ça. Et en fait, quand tu piques de chaque truc, tu t'es formé ton propre langage. Et les auteurs à qui tu prends telle lettre, eux aussi se sont fait ça. C'est pour ça que souvent on peut dire tiens, lui, il a eu comme mentor lui. Et donc il faut pas se complexer sur le fait de recopier. On prend et puis après on fait tout à notre sauce. Donc ouais, Dragon Ball. Donc dans mon langage, c'est 50% de tout ce que je suis en dessin. C'est la série que je lis le plus. C'est la seule série où tu vois, je suis là, il faut que j'aille au chiottes. Vas-y, il faut que je prenne un bouquin. Je prends le 22. Comme ça, je connais tout par cœur, les bulles évidemment. Et en fait, c'est la seule série où je lis le 22. Et puis c'est parti pour tout le mois où j'irai au shot. Je fais le 23, 24, 42, 1, 2, 3, 21. Merci, au revoir. Ma femme fait, mais tu les lis encore? Et donc c'est souvent ça, c'est très cyclique. Donc tu fais, tiens, j'ai envie de commencer par les cyborgs. Je fais le 32, enfin voilà. Donc c'est pour ça que Dragon Ball, c'est obligé que ce soit le numéro 1 quand je parle d'une série, parce que je l'ai lu, mais vraiment 200 fois. Est-ce que c'est le manga qui t'a donné envie de faire du manga, justement, ou pas? Non, je fais pas. C'est ce qui m'a fait découvrir qu'on pouvait faire autre chose que du 48 pages. Moi, je suis plus un raconteur d'histoire, c'est-à-dire j'aime jouer avec mes jouets, avec mes persos. Et la BD, c'est le format le plus pratique, le moins cher. Tu prends un crayon, une feuille, tu voyages. Tu fais les histoires que tu veux, t'es pas comme dans l'animation, le jeu vidéo où il te faudra un budget, il faudra une équipe, tu veux faire un truc potable. La BD, en vrai, matériellement, n'importe qui a un stylo et une feuille, et une fois que tu as trouvé un éditeur, t'as besoin que de ça et de ton cerveau et de tes mains, et tu peux faire, tous ces livres le montrent, tu peux faire voyager et toucher des milliers de gens. Donc c'est ça qui m'a plu en fait dans la BD, c'est que tiens, avec cette technique, avec ce média-là, je peux transposer ce que j'ai en tête et le partager. Parce qu'en vrai, moi, je réfléchis j'arrive pas à l'expliquer, c'est pas du dessin animé, mais tu vois, dans ma tête, quand j'écris, quand je pense aux scènes de Dreamland, ma série, c'est en couleur. Les persos, ils parlent, ils bougent. Donc c'est pas de l'animé, parce que sinon, c'est trop facile, comme là, l'animé est en train de se faire. Je pourrais les guider, mais pas du tout. C'est pas de la 3D. Enfin, voilà, on sait tous, quand on imagine un film et qu'on le raconte aux potes, on se fait la scène, mais on se fait pas la scène qu'on a vue, tu vois. Et donc moi, mon truc, c'est d'essayer de transposer ce que j'ai dans la tête qui bouge avec le son et la couleur,
et ben avec des cases et des bulles parce que c'est plus simple, ça permet une liberté. On le voit, tous les titres qu'il y a traitent des thèmes qu'on veut, donc vraiment c'est cette liberté qui m'a plu. Et par contre, oui, Dragon Ball, manga, après je suis parti. Du coup, je reviens juste sur le tome 35. Est-ce que quand tu l'as lu, tu as eu l'impression d'avoir un savoir unique que les autres n'avaient pas parce qu'ils n'avaient pas lu, ils étaient encore à l'animé comme tout le monde? Est-ce que du coup, tu avais l'impression de pouvoir spoiler? Bon, à l'époque, ça n'existait pas le spoil, mais de pouvoir, ah, je connais déjà la fin de l'arc Cell, ou pas du tout? Pas trop. Je suis vraiment la génération 80. Regarder des dessins animés à 15 ans. Tu vois, tu ne parles pas. J'ai enregistré le club d'eau le mercredi parce que j'avais cours, j'étais au lycée. Mais tu le dis pas, qu'en rentrant tu vas regarder Dragon Ball. Donc non, c'était pas le truc super in où tu dis, hé, t'as vu Au contraire, c'est quand t'as 2 cassos dans la classe, tu fais, ouh, toi, t'es comme moi. Tu le dis pas et en fait t'es catalogué, les meufs elles te calculent pas. Donc non, c'était pas ce côté comme on pourrait croire là maintenant. Hein. C'est vrai que le manga est devenu mainstream, c'est super cool, il y a une mixité de ouf. Non, franchement, on est dans les années 95. Ouais, si t'écoutes pas Nirvana, t'es has-been, tu vois. Alors que si tu chantes Ariane Dragon Ball Z, t'es pas invité aux soirées. Et oui, bah là, l'enchaînement il est top. Hein. Fly, là on parle de la version j'ai lu, moi c'est celle que j'ai. Encore une fois, en vrai les seuls mangas que je relis. C'est, je pense que avec le fait que je sois auteur de manga et que depuis 20 ans je dessine et j'entraîne mon œil pour perfectionner mon art, forcément c'est comme toutes des formations professionnelles, je peux plus lire un manga normalement. Tu vois, je suis en train de l'analyser tout le temps. Et les seules séries où j'éteins mon cerveau, c'est celles qui me renvoient à mon époque de 15, 16 ans, où là je les regarde avec un œil nostalgique. En fait, c'est à la base au Japon, ça s'appelle Dragon Quest. C'est justement Dragon Quest, c'est un des jeux vidéo, un des RPG les plus populaires au Japon. Et c'est vrai que d'ailleurs le designer des jeux vidéo c'est Toriyama. Et voilà, le manga Dragon Quest c'est un goodies au Japon. Ils se sont dit tiens vas-y, on va faire un petit manga dans le Jump et tout. Donc on est dans les années 95, ça surfe, c'est full Dragon Ball. Même le club de Rodé qui dit Fly dit ah ça ressemble à Dragon Ball avec des épées. Donc ça joue sur le fait et on voit que l'auteur essaie un peu de singer le style de Toriyama, mais après il part dans ses propres délires. Mais au début, quand tu veux faire le manga Dragon Quest où le designer c'est Toriyama, mais c'est pas Toriyama qui va dessiner puisqu'il est sur Dragon Ball. Mais voilà, c'est estampillé un peu shonen et tout. Et donc ça parle, c'est de l'heroic fantasy, qui en termes de qualité sur l'évolution des personnages, sur ce que ça raconte, sur l'univers, les arcs et tout, on a une série qui est complète. Et c'est pas long, 37 tomes, c'est long et pas long. Je la conseille à n'importe qui. Alors c'est sur le style un peu vieilli, évidemment, mais on a là-dedans tout ce qui est une bonne épopée. Un manga pas trop long, pas trop court, des vraies évolutions de perso. Souvent, le sidekick du héros, c'est pas celui qu'on préfère, qui va d'un coup lever le P parce que le pouvoir de l'amitié, là, t'as Pop, vraiment, c'est un de mes persos préférés, alors que d'habitude, c'est pas du tout cela, c'est qu'il évolue comme il faut. Il reste peureux très longtemps. Ce que j'aime bien, en fait, c'est que le rapport qu'ont les personnages entre eux et avec le monde et avec les enjeux dans lesquels ils sont confrontés, ça reste hyper cohérent. Pop, il est nul, il reste nul très 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 longtemps, et même quand il est fort, il va se taper avec un gars vraiment pas fort, même quand c'est l'arc final, tu vois. Franchement, c'est une des œuvres qui me guide dans Dreamland, parce que c'est ça qui est... Tu vas avoir un personnage qui va arriver, qui est très très fort au tome 4-5, et en fait, il va revenir au tome 23, et tout est cohérent. Il n'y a pas ce côté qu'on peut perdre avec les gros shonen où c'est puissance sur puissance, que Dragon Ball fait moins bien, clairement. Des fois, ça, à part Goku et d'autres, les autres persos que tu as kiffé, les Yamcha, machin, après, au bout de 30 tomes, ils sont plus là, ils sont plus utiles. Dans Dragon Quest, dans Fly, c'est vraiment... Tout est millimétré, alors que c'est à la japonaise, hein, c'est au chapitre, c'était de l'hebdo aussi. Donc on sent qu'ils avançaient aussi un peu au feeling, parce que si ton arc ne plaît pas, on t'arrête. Mais même là, tu vois, je te parle d'arc, Fly, il n'y a pas d'arc. Il y a une continuité, c'est vraiment un RPG. Un gros jeu vidéo qui est raconté en 37 tomes, avec ces personnages qui apparaissent au 2, qui reviennent au 35. Il y a des morts qui ne ressuscitent pas, ceux qui reviennent et qui ne sont pas morts, il y a une bonne explication. Il y a tout qui est bien dosé. Et donc c'est vraiment ce que j'ai, c'est mon numéro 2, mon numéro en termes de tout ce que doit être une bonne série d'aventure.
Et mon numéro 2 après Dragon Ball pour tous. C'était vraiment la compète avec One Piece et Dragon Quest. Et récemment, comme One Piece évolue, tu vois, Dragon Quest reste voilà, numéro 2. Mais ce qu'a fait Oda au début, et quand j'ai découvert One Piece, c'était vraiment le même genre. Je fais, ok, le mec est en train de créer un univers cohérent, hyper fantasy, avec des persos hyper attachants. Luffy est très fidèle à lui-même. Tu sais, il n'y a jamais de bulle de pensée. Tu regardes dans les 100 tomes, Luffy, jamais il a une bulle de pensée. C'est tout ce qu'il pense, il le dit. Tout ça, je trouvais ça très très fort. Je suis un peu plus... bon, après, on n'est pas là pour tacler, mais disons, parce que je suis un lecteur de One Piece, hein, clairement, et puis d'ailleurs, comme je te disais, One Piece, ça doit être 20% de mon ADN graphique au début de Dreamland. On pouvait clairement voir ma fan attitude. Mais c'est que là, depuis que... Bon, spoil, ou je sais pas si les gens... Mais tu sais, depuis que Luffy a une destinée un peu en vrai, Naruto, ça se comprend. Tu dis, ok, le côté des réincarnations, allez, on admet, mais Luffy, ce que j'avais aimé, et ce que, en tant qu'auteur, moi, je sais qu'Oda n'avait pas réfléchi à où il en est maintenant. Il s'est juste dit, je veux, encore je parle à sa place, ce truc qu'il faut jamais faire et que je critique, je le fais. Il s'est dit, je veux un perso avec son style, un truc élastique parce qu'il avait un trait très très rond. Et puis tiens, on va le faire en caoutchouc parce que c'est gaulerie. Et je vais me démerder à le faire affronter dans mon monde avec ce pouvoir un peu éclaté. Et c'est ça qu'on aime bien au début. Là, depuis que voilà, c'est Monsieur Quelqu'un. Déjà, quand j'avais appris que c'était le fils de machin, tu fais ah, ça on peut vraiment pas. C'est fou, hein, les shonen. Il faut que le héros ait une destinée. J'aime bien partir. Enfin bon, ouais. Voilà. Donc, numéro 2 dans mon cœur, Fly. Alors, Noritaka. Ouais, alors là, attention, de toute façon, c'est toujours des titres très 95. Le début du manga, en fait, Dragon Ball avec Glénat. Pas cette version, mais la version comme on appelle Pastel. C'était les premiers mangas, et donc Glénat était vraiment un des premiers avec les J'ai lu, avec Tonkam. On est dans les années 95, moi je découvre le manga, et en fait j'achète tout ce qui sort en manga. T'es le même genre d'ado aujourd'hui où tu fais mais c'est quoi ce format 200 pages, tu as plein de tomes, il y a ce côté vraiment storytelling, tu vois, épisode, alors qu'on sort des Astérix, des petits Spirou, où chaque tome se suffit à lui-même, il n'y a pas de vraie continuité. Astérix, il grandit jamais. Il grandit jamais, tu vois, il est figé dans le temps. C'est comme les Simpsons et tout, c'est une qualité. Mais quand tu as 15-16 ans et que tu es à fond des séries, que tu découvres que tu as des bouquins, si tu commences au 1 et que tu lis le 35, tu vas te spoiler et tu vas être dégoûté. Il n'y a même pas de manga café, il n'y a même pas de librairie spé dans les années avant 2000. T'es à Carouf quand ta mère te dit tu viens m'aider à faire les courses, tu fais bon vas-y, je suis au rayon manga, je les lis et puis je viendrai t'aider, et en fait du coup t'achètes tout ou tu lis tout ce qu'il y a, et il n'y a pas beaucoup. En 95 il y a moins que ça pour tout, il y a moins de titres que ça, et donc Noritaka, je suis pas très manga de sport, mais ce qui m'avait fait kiffer, donc je le découvre, je crois que j'ai 17 ans, c'est que c'est con, mais c'est sur la couve, tu vois donc tu sens que le mec va faire de la boxe taille et tout, mais tu vois sa petite boule qui dépasse, plus dessinée avec des petits poils et tout, et tu fais ça va me plaire. Parce que je me dis, mais c'est what the fuck, t'as pas l'habitude, t'es là, dans le rayon BD, puis tu vois une couve où le mec il a une testicule qui sort, tu fais qu'est-ce que c'est que ce truc, il a une tête toute bizarre, et donc je l'achète pour ça, et c'est très très rigolo. C'est pas anthologique hein, en vrai, mais le héros c'est le genre de délire où tu pars d'un loser très classique, mais à l'époque c'est pas si classique, qui veut apprendre, qui veut être fort, qui dit tiens, le lycée, j'ai été bolossé au collège, le lycée c'est la nouvelle vie, on repart de zéro. Bon, dès le premier jour il marche dans le caca ou je sais pas quoi, donc en fait il sent qu'il va vivre son lycée comme au collège, et en fait comme d'hab, toujours une meuf dans l'histoire, il veut l'impressionner, et classique, il se dit vas-y, je vais faire des arts martiaux, et ce qui est bien c'est qu'à chaque fois il affronte des adversaires toujours un peu plus forts, et comme il peut pas soulever 40 kilos avec ses bras, c'est des ficelles et tout, ce que je trouve intéressant c'est que l'auteur, c'est une contrainte de le faire faible, et à chaque fois avec les entraînements et puis son entraîneur qui est hyper rigolo, c'est un peu le mec à la Karate Kid et tout, à l'ancienne, où Noritaka il comprend pas pourquoi il fait cet entraînement, puis en fait le mec il a appris à répéter 1000 fois le même geste, et ça marche lorsqu'il affronte le mec. Donc il y a une cohérence, on respecte le perso, il est jamais exceptionnel, mais
par les entraînements, il arrive à vaincre des adversaires de plus en plus forts, qui deviennent ses potes aussi, mais très très fait d'une façon vraiment, vraiment cool, tu vois. Donc à chaque fois, ceux qui l'affrontent se font éclater par le plus fort, mais d'une façon très très rigolote. Et à la fin, t'arrives, il part au State pour affronter les meilleurs des États-Unis. 16, 17, tu commences à comprendre, surtout que là je suis déjà en train d'analyser. Les mangas, il y en a de plus en plus. Et donc je suis déjà en train de m'imprégner de cette narration. Et je fais ok, je commence à comprendre ou à anticiper ce qu'il va y avoir dans le prochain tome. Tu dis, ben oui, là, si ce perso, il l'a mis sur telle ou telle scène, c'est que ça va être lui le prochain méchant, c'est qu'il va y consacrer tel arc. Et boum, le 18, il doit affronter le mec le plus fort, avec qui il est copain, c'est un routier et tout. Et dernière page, c'est on s'affronte. Et puis la série, elle finit. Et à l'époque, je fais, waouh, c'est couillu, c'est trop bien, et je l'idéalise. Et on est quand même dans les années 90, tu le tiltes pas que c'est dans de la pré-pub, et qu'en fait, c'est dans le Shonen Jump, et que selon les votes, eh ben, on t'arrête. Et c'est qu'après, j'ai compris qu'en fait, les ventes de Noritaka baissaient, et bon, ben non, on va pas, le dernier combat, on va pas le faire en 3 tomes de plus, donc ça a été cuté, tu vois. Et c'est marrant de par un truc que le japonais lui a compris quand il le lisait au Japon, il devait dire bon ben voilà, c'est de moins en moins bien, et c'est vrai, c'est assez redondant, donc c'est pour ça, moi ça fait partie de mon ADN. Il y a des blagues pipi caca qui sont dans Dreamland, hein, voilà, donc forcément, mais c'est vrai que c'est pas une œuvre qui à mettre entre toutes les mains, parce que c'est pas non plus le truc transcendant, c'est très 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 bien dessiné. Il y a ce côté, le héros, c'est le seul à avoir une tête éclatée ou trop bizarre, avec des traits très ronds et tout, puis alors dès qu'il faut dessiner les muscles réalistes et tout, c'est trop bien calé, donc on peut progresser en anatomie avec Noritaka, et en blague un peu scatophile aussi. Après, pareil, un DNA. Alors moi je dis DNA au carré. Je trouve déjà le titre, tu dis non, c'est à faire, et c'est pas à faire. DNA avec un petit 2 là, c'est de Katsura, l'auteur de Video Girl, que j'ai lu aussi. J'aime bien DNA parce qu'il n'y a que 5 tomes. C'est une histoire sur le héros est allergique aux filles. Dès qu'il voit une fille, il vomit. Donc il y a des scènes très 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 rigolotes, il vomit parce qu'en plus c'est le héros japonais, le petit ado japonais qui sait pas parler aux filles et tout. Donc c'est des scènes très très respectueuses, pas des trucs de dinguerie ou quoi. Mais voilà, le mec il vomit tout le temps. Le vomi est vachement bien fait, c'est pas dégueu. Il a une tête quand il vomit, c'est trop trop drôle avec des petits points et tout. Donc je trouvais le concept trop bien. Et en vrai, ce mec-là, donc c'est l'histoire là, elle, c'est Karine, elle vient du futur. Donc il y a une histoire de futur, passé, présent, tout ça j'adore. J'adore les voyages dans le temps. C'est très très bancal quand tu es auteur à faire ça. C'est attention, donc Toriyama l'a fait aussi. Il s'est raccroché aux branches. On le sait, il a vu Terminator 2 et vas-y, je fais les cyborgs. Mais en vrai, moi en tant qu'auteur, jouer avec le futur de tes persos, c'est trop grisant. Parce que là, moi, quand j'écris l'histoire que tu lis sur Terrence au tome 10, dans ma tête, il est au tome 80. Même s'il n'y en aura jamais 80, quand tu es en train d'imaginer l'histoire, tu t'imagines tes héros en disant « Ah ouais, mais dans 10 ans, il sera où ?» Tu l'imagines cicatrice, un bras. Et toi, en tant que raconteur et dessinateur, tu dis « Vas-y, je le fais popper. » Le fan, il va péter un câble. Mais alors, une fois que tu fais popper en disant « Il y a ce perso, ton héros du futur qui vient en mode badass », c'est cool à dessiner, mais après, faut scénaristiquement assurer. Et pour ça, les voyages dans le temps, c'est casse-gueule. Moi, j'ai plus dans Dreamland, il y a quand même un peu des visions. Je montre des visions, mes persos se sont vus dans le futur. Donc ça donne, tu as le lecteur qui est à la place des persos aussi, il faut voir, putain, qu'est-ce qui va se passer. Donc ça, je note, c'est un des seuls trucs que je note, je fais pas de fiches. Avec Dreamland, j'ai tout dans la tête. Quand même, quand tu touches un peu à la temporalité, il faut avoir une petite frise chronologique, sinon voilà. Et donc, DNA, on suit l'histoire de cette meuf, Karine, qui vient du futur, et qui a été engagé pour tuer le futur Playboy, parce qu'en fait le Japon dans les années je sais plus va être en surpopulation à cause d'un seul gars qui va faire 100 enfants à 100 filles différentes, et comme il a l'ADN du Playboy, ah non mais ça va, c'est what the fuck de ouf, ces enfants auront aussi cet ADN. Donc l'ADN du Playboy, c'est que le mec, dès qu'il fait hey, la meuf c'est vas-y prends-moi, je veux un enfant de toi. Et donc imagine ce mec, il a 100 gosses, et donc voilà, et donc en fait à cause du titan originel Playboy, et ben, le Japon va mal. Donc elle, sa mission, c'est de mettre une balle, c'est pour ça que ça s'appelle DNA, c'est très sur l'ADN, une balle qui va changer l'ADN du futur Playboy, Playboy de ouf en gars normal. Et il se trouve que c'est le héros qui est allergique. Donc en fait, tu piges pas. Le mec, il est allergique aux meufs. Il a vraiment une tête éclatée. Tu sais, c'est un peu, ben voilà, le côté...
le futur, c'est toi qui as créé le passé avec le futur, c'est elle qui va le rendre Playboy avec la balle, enfin bref, c'est trop bien. Et ce qu'il y a aussi qui fait que j'ai kiffé, c'est qu'il faut savoir que Katsura, c'est le meilleur ami de Toriyama. C'est dans les quelques interviews que nous on a à l'époque et tout, on sent que les gars se citent et se kiffent. Le héros quand il devient méga playboy, il est en Super Saiyan. C'est Katsura, il le dit, c'est mon pote Toriyama. Et donc quand tu découvres en 97 que t'as un mec qui dessine très très bien. Katsura à l'époque c'est le Murata de maintenant, tu vois, c'est tout le monde dit dans les magazines de l'époque et tout, c'est un des meilleurs dessinateurs de sa génération. Donc quand t'as un mec qui avec son style te fait un Super Saiyan, toi t'es là, tu fais wow, ça défonce. Et d'ailleurs en plus il y a des combats Dragon Ball exprès, donc c'est un peu what the fuck. Mais c'est pour ça DNA, 5 tomes régulièrement je me les lis pour me dire faut faire gaffe avec les voyages dans le temps, mais graphiquement c'est toujours très très bon. L'habitant de l'infini, alors moi j'ai les anciennes versions, en grand format. Là je suis déjà étudiant en fac. Je suis déjà, voilà, je sais que je veux faire de la BD, je suis en train de construire, d'essayer de progresser graphiquement. On est avec mon pote Salim à la fac, qui a été assistant sur Dreamland, qui m'a aidé. Et il y a ça qui sort, et c'est la claque ultime. Graphiquement, déjà le style me plaît. Tu vois, moi je suis moins fan de Vagabond, avec qui on pourrait le comparer souvent, parce qu'en plus c'est un peu le même thème. Mais donc dans le style, je fais, waouh, c'est trop bien, puis alors l'histoire est trop bien, un samouraï immortel, qui est immortel par des vers qui reconstruisent sa peau, des persos très très charismatiques, c'est vraiment... on est là, on est dans l'époque où j'ai 20 ans, je suis dans les librairies de manga commencent à, à sortir un peu partout en France. À Montpellier, il y en a une qui s'appelle Ikoku, et je suis tout le temps en train de zioter tous les mangas pour justement construire mon langage. Et avec Salim, on n'arrive pas à voir comment ce mec il ancre. On se dit mais il crayonne, c'est pas possible parce que son ancrage est tellement lâché. Parce que voilà, comme c'est la déformation professionnelle, j'ai les mêmes outils. Souvent, comme je te dis, tu arrives à anticiper ce que l'auteur va raconter, tu arrives à voir la technique, l'outil qu'il a utilisé. Et lui, on bug. Lui, on fait, mais c'est pas possible. Comment il fait? C'est du crayonné, c'est de l'ancrage et tout. Et on sera jamais trop parce que les Japonais donnent pas trop leurs recettes. Et donc, on est à chaque fois subjugué. C'est un sans faute. Il y a des persos c'est très dur. Je mettrai pas entre toutes les mains. Même si il y a un rapport, le rapport avec la femme, les femmes elles prennent cher. On est à l'époque en plus, voilà, des samouraïs. Son style très réaliste et il montre tout, fait qu'il y a des scènes visuellement à soutenir. C'est pas à mettre entre toutes les mains, toutes les sensibilités. Et toi tu dis ouais, tu peux le raconter d'une autre façon, ça passe aussi. Donc il est vraiment il y a des scènes de torture très très hardcore. Quand tu as un héros immortel que tu peux faire couper le bras et tout, des décapitations, tout ça, tu te lâches. Et comme il est très très bon dans tout ce qu'il réalise, j'avoue, attention vraiment, âme sensible, s'abstenir. Et puis même des fois, oui, je sais pas si aujourd'hui, s'il y a des scènes, peut-être pas à réécrire, mais enfin bref. Donc je continue à le lire. Ça y est, on est en 2006-2007, Dreamland est publié. Je fais des festivals, je rencontre beaucoup d'autres auteurs franco-belges, puisque à l'époque, il n'y a pas de mecs qui font du manga. Et souvent, ça parle, il y en a... Alors attention, je généralise pas, et c'est vraiment une minorité. T'as des auteurs franco-belges qui le prennent de haut et qui disent oui, le manga, c'est Dragon Ball, c'est pas très artistique. Puis il se trouve que souvent, on est en apéro chez les libraires qui nous invitent. Et je me rappelle, à chaque fois, ça arrivait quelques fois, les mecs qui me disent ça, bon, ils ont toujours un peu le même profil. Et puis j'ai fait, attends, viens. On est dans la librairie. Puis je leur mets l'habitant de l'infini dans les mains. Les mecs, ils font ça. Ils font ouais. Et puis j'ai dit, ce mec, il a 30 ans. Parce qu'à l'époque, voilà, Samura a 30 ans. Et en fait, là, c'était le kiff de voir les yeux buggés de ces auteurs qui avaient 50, 60 ans, de la bonne XP. Et de dire, tu vois, ça, c'est aussi ça le manga. Et regarde le mec là, parce que ce mec a le skill là dans l'habitant de l'infini de quelqu'un qui dessine depuis 80 ans. Donc, ça veut dire que tu as dessiné 80 ans pour arriver à ce level. Et les auteurs le savent. Quand tu charbonnes, tu sais. Tu vois, donc c'est facile de critiquer Dragon Ball, alors qu'en fait il éclate, techniquement il est très fort, mais les mecs qui vont, c'est comme d'hab, quand tu veux critiquer, tu trouveras toujours, les mecs vont critiquer sa façon de faire les cheveux. Tu fais, mais il n'y a personne qui a des cheveux comme ça. Tu fais, oui, mais regarde la dynamique, comment il gère les anatomies quand il donne un coup de poing, il éclate pas mal de monde, mais bon, ça voilà. Mais là, il n'y a pas photo. Tu montres à ça, puisque c'est vraiment de l'art. Il fait beaucoup d'expos, il fait des peintures et tout. Et donc, en fait, c'était vraiment mon arme secrète pour faire bugger les gens qui critiquaient le manga en disant oui, c'est du sous-art. Les mecs, ils sont là. Puis, tu sais, ils scotchent, ils sont là comme ça.
Toi, t'es en train de boire ton coup, tu fais, tiens, vas-y, prends, et puis ils sont là. Ah ouais, et puis ils reviennent après, bah voilà, ça se passe toujours bien. Fait, bah désolé, j'étais bête, mais c'est trop bien. Donc voilà, l'habitant de l'infini, techniquement c'est du haut level, même l'histoire, mais voilà, c'est à pas mettre entre toutes les mains. Ouais, Gum, ben. Toujours années 90, hein, on reste dans la même époque. C'est vrai. Pareil, c'est dans les années 95, 2000, c'est Glénat, tu prends. Je suis vraiment pas très robot et SF. C'est pas ma cam. Moi, je suis plus magie et épée. Et là, tu découvres Gali. Tu découvres déjà le dessin. C'est très organique, comment il dessine les cyborgs. C'est quelque chose qui, moi, d'un coup, fait du bien à ma rétine, tu vois. Dès que je vois une planche, je fais waouh, c'est très organique. Son ancrage est vraiment nerveux. Dans tout ce que je te cite, c'est des gens qui ont un ancrage très particulier, une énergie, où les mecs, ils y vont, ils sont pas c'est pas des technicos, à part évidemment Samura, mais qui lui, il coche toutes les cases. Mais là, t'as pas des mecs qui sont très très bons en dessin, mais qui envoient une énergie dans l'ancrage qui fait que le dessin est sublime. Et donc ça, chacun a notre sensibilité, et donc c'est avec l'analyse de maintenant que je vois, moi c'est souvent ça qui me plaît. Même les séries de maintenant, c'est dès qu'il y a un ancrage un peu sale, un peu plein d'énergie, ça me parle plus que le truc un peu trop propre et tout. Et donc Gum, je découvre, et c'est l'histoire de Gali. Il y a ce côté, à l'époque dans mes lectures, là, si je me remémore, il y a vraiment ce mystère autour d'elle. Parce que la première page, c'est le mec, on est vraiment donc on sait même pas si c'est sur la Terre, donc c'est post-apo. Le mec découvre dans une décharge la tête d'un robot. Il la reconstruit parce que voilà, c'est un mec qui fait des cyborgs et tout, qui est même docteur de cyborgs. Et en fait, comme il a retrouvé cette tête, elle a vécu. Et donc tout le long de la série, ça va être le passé de Gali, qui a l'air très mystérieux, et ça c'est assez récent, c'est assez nouveau dans les années 90 de lire en BD quelque chose où tu dis l'héroïne elle est badass, elle est forte, et on n'en sait pas trop sur elle. On n'est pas comme dans Goku où tu découvres un petit qui grandit, et voilà, là il y a tout ce côté mystère. Donc Gali, elle est très très mystérieuse, très charismatique, puis alors le monde qui dépeint, les monstres, c'est très cru aussi. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que la première version, donc à l'époque où il n'y a pas les jaquettes, la fin du 9, sur le dernier tome, il y a une fin un peu poétique de ouf, où je vais pas la dire, mais disons qu'il a changé la fin quand il a fait Last Order, parce que Last Order, il y a 30 tomes qui continuent et qui sont bien, hein, parce que les fans de Gum te diront Last Order c'est bien et tout. Moi, comme je suis pas dans la SF, c'est vraiment les 9 tomes de la première édition qui m'ont plu, parce qu'il avait bouclé, ça fait un joli conte en fait. Et comme il reprend, des années après, Last Order vient bien après, il est obligé de reprendre le dernier chapitre. Et donc là, celui-là, cette version-là même, le 9e tome, et pas celui qui est sorti dans les années 80, tu vois, 90. Donc même sur ça, je trouve ça assez marrant de dire, on va pas finir sur la fin poétique, vu qu'il va y avoir la suite. Je remanie et ça marche très bien. Et je sais que là, il y a une autre série qui s'appelle Mars Chronicle sur le passé de Gali quand elle est petite. Je les ai à la maison, j'avoue, parce que je suis fan de lui. Je crois que je suis plus à jour. Donc c'est là que je vois Gum, c'est vraiment les 9 premiers des années 90 qui m'ont vraiment marqué. Mais après, c'est fou, en si peu de tomes, 9 c'est pas beaucoup en fait maintenant, comme ça a marqué les esprits, comme ça reste un incontournable. Il est souvent très cité, il y a eu des films, il y a eu un film et tout, l'animé est ouf aussi. Il a condensé, il a fait les petits arcs qu'il y a en 9 tomes, parce que tu as vraiment des sacrés arcs dedans. Le motorball, il a inventé un sport, laisse tomber le motorball. Et je crois que tu vois là, de parler, la classification que je mets dans Dreamland, parce qu'avec tous mes persos qui ont des levels et tout, je crois que c'est lié aussi, tu vois, le fait qu'il y ait des ligues dans Dreamland, la Ligue S, la Ligue M et B, je crois que c'est quand Gali, elle est au motorball, où tu tiltes qu'elle est la numéro 2 de la Ligue 1, de la Ligue 2, mais la Ligue 1, tu vois, c'est le truc de ouf. Et ça, quand tu lis ça, la hiérarchie des puissances est vachement bien exposée quand tu joues un peu sur ça. Et donc je pense que il y a une inspi de Gum sur les ligues qui ont découlé dans Dreamland, quoi. C'est marrant parce qu'à chaque fois que tu lis une œuvre, t'en tires quelque chose que tu vas utiliser, c'est conscient ou inconscient, mais pour Dreamland, enfin pour ton œuvre phare. Est-ce qu'il y a une œuvre comme ça où tu t'es pas du tout servi, et qui t'a pas servi pour Dreamland, mais
t'a quand même marqué, tu vois? Est-ce qu'il y a un truc comme ça que tu penses? T'as raison, mais voilà, tout ce que je te dis là, c'est inconscient. Tu me fais parler, donc j'essaie de faire mes phrases. Mais donc oui, c'est vrai que si on analyse, donc là en plus, surtout maintenant, ça va faire 20 ans que je fais Dreamland, donc je suis à un âge où tu fais le bilan, où tu peux analyser. Donc il y a le recul. J'ai le recul sur beaucoup de choses, sur ma carrière, en 20 ans de carrière. Mais c'est pas conscientisé à l'époque du tout. Il n'y a rien de conscientisé, non, pas du tout. Mais c'est vrai que de le dire, tu vois, tu me vois, je fais ah oui, tiens, c'est là. Mais non, le but, c'est de prendre un bon auteur, c'est une éponge. Faut être dans l'empathie, faut comprendre, parce qu'en fait, il faut arriver à extrapoler. Tu vas prendre de ton vécu, mais on n'a pas tous vécu. T'as pas tout vu et tout vécu, surtout quand à 25 ans tu décides de faire une histoire. Donc faut arriver à se dire, tu vois, le jour où je veux faire un psychopathe cohérent, j'ai pas à devenir psychopathe, je dois arriver à extrapoler, à me mettre à la place de, tiens, si lui, à ce moment-là de sa vie, il a fait ce choix. Et donc c'est ça, un auteur, il prend de tout ce qui l'entoure aussi. Donc de tes potes, de tout ce que tu vois, des faits divers, de plein de trucs, donc des lectures, des films. C'est inconscient, et puis un jour, ça sort sur la planche. Doro et Doro, ben donc ouais, c'est pareil, c'est vraiment la première édition. Quand ça sort, c'est très très... on parlait tout à l'heure, tu vois, quand tu ouvres, c'est très organique. C'est un ancrage... c'est pas parfait, mais waouh, tu te prends l'énergie de l'autrice, et en fait, c'est juste l'univers. Parce que vraiment, graphiquement, c'est pas ma came. J'aime l'énergie, mais comme elle dessine, c'est trop marrant. Elle te fait des têtes de filles super kawaii, et les meufs, c'est des culturistes. Elles ont des coups de ouf, des bras de ouf, et ça rend trop bien. Et l'univers de Doro Doro, il est juste trop bien. C'est une galerie de personnages. J'aime bien dans Doro et Doro, c'est que voilà, on te dépeint le monde où les mages, c'est les enculés, et nous, on prend cher. Et en fait, pas du tout. C'est parce qu'elle te montre aussi des scènes du côté mage, et tu te rends compte qu'il y a aussi des classes, il y a des gens qui se font exploiter, harceler et tout, et donc tu es en empathie aussi avec plein d'autres personnages, donc il n'y a vraiment pas de méchants et de gentils. Il y a une vraie intrigue, donc il y a 22 tomes, et c'est un des rares mangas, pour ça que je lis, c'est ceux qui arrivent à me surprendre. On en parle toujours, j'écris des choses, donc en 2 secondes, j'arrive à voir où l'auteur nous amènera, ou tiens, s'il a consacré tant de place à ce personnage, la façon dont le personnage va arriver, la mise en scène. Moi, je sais que lui, on va le revoir, ou lui, il va mourir, ou machin. Donc, arriver à être surpris aujourd'hui, arriver à me surprendre, c'est dur. Et Doro, jusqu'à la fin, elle te prend, tu sais pas où ça va, et donc c'est pour ça, l'univers est fou. Et du coup, le graphisme qui était pas ma came, en est devenu quelque chose que je kiffe. Par contre, tu vois, voilà, on parle de langage, je crois pas avoir pris quelque chose dans mon alphabet de cette autrice, tu vois. Elle est trop, justement, moi je suis quelqu'un de pas très propre, mais elle est trop loin, tu vois. J'oserais pas aller aussi autant dans l'expérience, autant dans le sale de toutes ces textures qu'elle utilise en trame et tout, c'est trop bien, et c'est pour ça qu'elle est unique. Et son autre série, elle cartonne aussi, des Dark. Il y a qu'elle qui dessine comme ça, il y a qu'elle qui utilise les outils comme ça, et tu peux pas le limiter, là ça ferait trop, voilà. Tu peux prendre des choses d'auteurs un peu plus mainstream. Elle, faut s'accrocher, et tant mieux. C'est un tout. Doro et Doro, c'est un tout, quoi. Dans Doro et Doro, Gun et avant L'Habitant de l'Infini, il y a quand même des vibes assez sombres. Le dessin est assez sombre. Est-ce que du coup, toi, t'aimerais parfois le mettre l'incorporer dans Dreamland, ou pas du tout? En fait, j'ai la chance, avec le scénario que je me suis trouvé avec Dreamland, de pouvoir faire ce que je veux. On est aussi en France, c'est moins codifié. C'est vrai qu'au Japon, t'as le shonen, shoujo, seinen, même si on se l'approprie. Que ce soit les éditeurs ou les libraires, évidemment. Toi, en tant qu'auteur, quand tu es en train de créer, tu dois pas réfléchir à quelle case tu vas écrire une histoire. Si tu as envie d'être à fond dans du combat, voilà. Dreamland, comme je disais, l'histoire permet de vraiment... je peux raconter ce que je veux, et on le voit. Dreamland, c'est un ovni. Tu peux avoir du combat, mais le héros, en fait, sur 10 tomes, il s'est battu 30 pages, donc c'est pas du tout un Goku ou un Luffy. Tu vas avoir la scène d'amour que d'un coup, on va la classer -15 parce que je vais te raconter une vraie première fois, chose que tu vois pas dans les mangas. Et donc, on met Dreamland où? Et là, donc, pour ta question, où ces titres sont très dark, si j'ai une scène où il va falloir faire quelque chose de très dark, et oui, je vais pouvoir le faire si ça la justifie. Donc, en Dreamland, il n'y a aucune limite. Dans le tome 15, avec Dreamland, le tome 15, il fait 350 pages. Il raconte une guerre. Pourquoi on l'a sorti un si gros tome au lieu d'en faire 2? Je voulais que le poids du bouquin, il soit en corrélation avec le poids de ce que ça raconte. Parce que je te raconte une guerre
des deux côtés, pour dire qu'en fait c'est juste les guerres, c'est souvent des dirigeants qui décident pour des raisons abruties, et après en fait t'as juste les soldats qui subissent, et en fait quand tu montes le prisme du soldat du côté A et de l'autre du côté B, tu dis c'est les mêmes, ils ont une maman qui attend, ils ont des familles et tout, et le but c'est que y en a un qui va mourir ou l'autre, et donc tu racontes ça, les gens ont été, quand ils ont lu le 15, il est lourd à lire. Et en fait, c'était juste que c'était parce que là, j'allais raconter une guerre qui était prévue depuis longtemps, tu vois. Donc, j'ai la chance, pour ça, je le dis vraiment, c'est mon scénario que j'avais pas anticipé de faire, de dépeindre une mythologie avec ses enjeux politiques, quand même avec les seigneurs et tout, fait que je peux passer de la soirée étudiante, gaulerie, à ce genre d'enjeu. Et grâce à Dreamland, je pourrais exploiter tous les prismes. Alors évidemment, il y a ma sensibilité, donc il y aura toujours ce côté un peu fun, mais les côtés dark, il y en a dans Dreamland et je ne m'interdis pas, et au contraire, et oui, j'irai sûrement puiser dans les codes de ces séries. Ouais. Mais c'est vrai que la dernière claque, qui maintenant elle date un peu, mais on en revient quand même à des lectures qui maintenant doivent me servir pour mon art. Et l'Atelier des sorciers de Kamome, c'est quand je découvre ça en japonais, avant que Pika l'édite, et quand Pika m'a dit on va la voir et tout, j'ai fait waouh, trop bien. Je découvre cette autrice, je fais mais d'où elle sort, c'est pareil. Pour moi, c'est ma nouvelle. Maintenant, on a moins à faire des preuves que le manga, c'est un art, avec des gens qui auraient été hermétiques à ce format. Mais tu vois, c'est la nouvelle, pas Samura. Mais tu vois, c'est aujourd'hui Kamome. Tout le monde entier, puisqu'elle travaille pour Marvel aussi et tout, dit que c'est une artiste qui est en technique, elle envoie du lourd. Et c'est vrai, moi j'y vois, je suis un très très grand fan de Moebius, de pas Jean Giraud, mais de tout ce que fait Moebius avec son ancrage en pointillé. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de très clair, très lisible et très très atypique. Et voilà, ce qu'on dit dans son langage à elle, il y a de l'ADN de Moebius. Donc comme moi j'aime Moebius, j'ouvre ça, c'est un manga, c'est japonais, je suis à fond. Et du coup je fais, mais what ? Elle m'a fait penser à du Moebius, mais avec un style manga, un style très réaliste. Elle vient, je pourrais pas trop dire sa biographie, donc je vais pas dire de conneries, mais je crois qu'elle fait des écoles d'art et tout, et ça se voit. Chaque tome de l'Atelier des sorciers est un mini artbook. C'est ce que je dis aux jeunes dessinateurs, c'est tu peux aimer le délire sorcière ou pas, mais si tu es en train de dessiner, tu te dois d'avoir les tomes, parce que chaque case t'apprends quelque chose. On est dans le manga. Le manga, c'est avant tout... donc évidemment, il y a des lecteurs qui sont sensibles au dessin, mais on raconte une aventure. T'es pas obligé d'avoir du dessin parfait à chaque case, et on voit que d'ailleurs, les séries les plus populaires sont jamais des tueurs en dessin. Et donc ça, c'est ce que je dis, pour vraiment décomplexer n'importe qui dessine, tu feras jamais un tome parfait avec la case qui va être bien. Moi, des fois, parce que quand tu dois faire 200 planches, où il y a 6-7 cases par planche, ça fait plus de 1000 dessins. C'est obligé que, des fois, l'énergie, ce mardi-là, tu sais pas pourquoi, ta main, t'arrives pas à la faire, ou elle est moins bien faite. Est-ce que tu dois te faire chier à retravailler 3 heures, à regommer pour essayer de faire la petite main qui est bien, que tu n'arrives pas à faire dans cette case, ou tu dois avancer. Dans le manga, tu dois avancer parce qu'en vrai, c'est soit tu sais pas faire les mains, il faut apprendre. En fait, sur les cases d'après, tu vois que sur une page, tu arrives à la gérer. C'est que à ce moment-là, parce que le dessin, c'est pas mécanique, c'est lié vraiment à beaucoup de choses dans la tête et tout. Tu peux pas dessiner de la même façon tous les jours. Donc ce jour-là, ce dessin, il est un peu moins bon, c'est pas grave, parce qu'en fait, le lecteur n'est pas un dessinateur. S'il est emporté par l'histoire, c'est le plus important. Il vaut mieux se focaliser sur ce que va te dire ou la bulle que le dessin. Donc c'est pour ça que je dis le manga parfait, il n'existe pas. En fait, si. Avec elle, pour ça, il n'y a pas un truc qui dépasse nulle part. Et je te dis, je l'ai suranalysé plan par plan. C'est pour ça que je dis à tous les dessineux de l'Atelier des sorciers, Kamome, c'est d'une justesse. Et pour ça que j'arrive pas à piger comme elle fait, parce que moi, il y a des gens très bons qui, à un moment, tu dis, là, il y a eu une baisse d'énergie. Et c'est normal et c'est pas grave. Elle, chaque case, tu peux décortiquer. C'est trop bien calé, donc pour ça, moi, je les ai tous à la maison, et je les ouvre pas trop parce que ça te rappelle que putain, elle est trop forte, mais voilà, c'est un ovni. Hein. Trop bien. Ouais, merci beaucoup, Renaud. Merci à vous.